fait, il y a un problème de stockage, mais j'ai pas trop le temps de supprimer pour pouvoir enregistrer la suite. Si ça marche pas, bah, tant pis pour aujourd'hui. Alors, bon, excusez-moi de ces interruptions impromptues. Donc je disais que si Sartre, dans sa conception en fait de la condition, va plutôt insister sur la place de l'individu, l'engagement de l'individu et la question en fait de la liberté du déterminisme par rapport à l'individu, Hannah Arendt, elle, est plus moderne, si vous voulez, d'une certaine façon, a retenu, je pense, la leçon des historiens et des sociologues, et elle est plus soucieuse de l'évolution historique et donc de l'engagement de l'homme dans l'histoire. Et donc, sa conception à elle de la condition de l'homme moderne, qui se différencie de la condition de l'homme, on va dire, ancien, d'un homme qui doit donc trouver des solutions par rapport aux conditions historiques qui sont les siennes à un moment donné de l'histoire. Cela signifie que Hannah Arendt nous permet de mieux comprendre cette distinction entre l'évolution naturelle d'un être vivant et l'évolution historique d'un être vivant. C'est-à-dire, si vous voulez, de bien faire la différence entre ce qui relève de la biologie et ce qui relève de l'histoire, à proprement parler. Ce qui relève de la biologie et qui ne dépend pas de l'être vivant, qui est quelque chose de totalement déterminé. Donc l'évolution naturelle d'un être vivant, qu'il soit animal ou humain, ne relève pas de lui. Le fait, par exemple, qu'on soit né dans des pays où il y ait, par exemple, une très forte altitude, des enfants qui sont nés au Pérou, en Bolivie ou en Argentine, et qui, depuis la naissance, vivent à 4000 mètres ou à 4500 mètres, évidemment, vont avoir une évolution qui d'ailleurs se fait au niveau ontogénétique et phylogénétique, c'est-à-dire c'est une évolution à la fois de ces groupes humains et en même temps une évolution des individus, au niveau de la capacité respiratoire qui ne ressemble en rien à notre capacité respiratoire à nous. Il vous suffit d'ailleurs d'aller à 4500 mètres pour voir à quel point vous allez avoir du mal à courir, là où les enfants n'auront aucun problème pour jouer, courir, sauter, etc. Donc ça, si vous voulez, c'est une évolution. Alors vous allez me dire, elle dépend des conditions de vie sociale et culturelle, et vous aurez raison. Mais cette évolution, c'est pas l'enfant qui choisit d'avoir un certain système respiratoire. C'est pas le groupe ethnique qui choisit d'avoir une certaine évolution de sa physiologie et de son anatomie. Bon, c'est pas les générations d'occidentaux, de petits occidentaux, qui ont choisi de voir leur capacité à la fois cognitive et physique diminuer par rapport à la génération précédente. Donc ça, c'est une évolution biologique qui est déterminée. Bon. On peut y mettre fin par des choix politiques, c'est-à-dire on peut y mettre fin si on pense que notre évolution n'est pas seulement une évolution naturelle, mais que notre évolution est aussi une évolution historique. Voilà.
Et alors, l'évolution historique, du coup, ce qui la différencie de l'évolution naturelle, eh bien, c'est qu'elle relève de choix humains. Et qu'après, il faut bien sûr déterminer, et c'est toute votre cours sur l'histoire depuis la classe de terminale, si l'histoire est faite par quelques-uns, des grands personnages historiques, comme le pensait par exemple Hegel, si l'histoire est faite par autre chose que l'homme, une providence, comme on l'a pensé jusqu'au XVIIe siècle, un peu encore au XVIIIe, si l'histoire est faite par les classes sociales et les groupes humains, comme le pensera par exemple quelqu'un comme Marx, ou si l'histoire est faite aussi par les individus et les engagements individuels venant s'ajouter aux logiques de groupe, venant s'ajouter à la logique universelle même de l'humanité, comme tente de le démontrer quelqu'un comme Merleau-Ponty, notamment dans son petit opuscule Éloge de la philosophie, où on lui voit consacrer de très longues pages sur l'histoire. Alors, il me semble, si vous voulez, que du coup, Hannah Arendt permet vraiment, elle, d'aborder cet autre aspect du sujet qui est celui de l'historicité de la condition humaine. Et évidemment, vous voyez qu'un enjeu se confirme par rapport à la condition animale, c'est que finalement la question qui se pose, c'est peut-on penser une historicité de la condition animale qui vienne de l'animal et non pas de l'homme, ou bien est-ce que c'est l'homme qui finalement fait l'historicité de la condition animale? Alors vous voyez que je tourne toujours autour des mêmes problèmes, je tourne toujours autour des mêmes enjeux, et je vous propose pour finir une progression générale. Alors cette progression générale, comme toujours, sa logique, c'est ce qu'il s'agirait de démontrer, et ce que j'aurais aimé démontrer si j'avais fait le devoir en question. Alors, en 2 points de cette conclusion, en fait, Léonie, si vous pouviez fermer un tout petit peu, parce que je suis complètement aveuglée. Ouais, c'est celui-là, je pense. Et je vous vois plus du tout. Ah, c'est peut-être l'autre. Non, voilà. Et du coup, peut-être que Lou aussi. Et Pauline, ça va? Ça va. Bon, bah, vous pouvez arrêter alors, Léonie, merci. Donc, premièrement, en conclusion, il s'agirait de montrer que si une condition animale semble d'abord absurde, eh bien, si une condition animale semble d'abord absurde, elle a en vérité du sens pour peu qu'on remarque que l'idée d'une nature figée de l'animal, donc pour peu que l'on remarque que l'idée d'une nature figée de l'animal, prisonnier donc de cette nature, prisonnier en particulier de ses instincts, et bien que cette idée est aussi chimérique que celle d'une nature originelle de l'homme. Idée donc aussi chimérique que celle d'une nature originelle de l'homme. Mais, deuxièmement, la reconnaissance
d'une condition animale, la reconnaissance donc d'une condition animale au sens double de conditionnement et de conditionnel, donc au sens double de conditionnement et conditionnel, et donc de possible réappropriation de sa propre existence. Ça me gêne toujours. Ouais. Je suis pas sûre que ça soit celle-là, mais voilà. Arrêtez l'autre parce que sinon on va être en deuil bientôt. Ah voilà, merci. Merci bien. Eh bien, ne doit pas nous conduire à confondre plutôt cette condition à celle de l'homme. Car, en effet, alors ça pourrait être un troisième point, s'il est idéologique de river l'animal à une existence qu'il n'a pas choisie, eh bien, s'il est idéologique de river l'animal à une existence qu'il n'a pas choisie, il est tout aussi absurde de vouloir l'identifier à l'homme. Pensez toujours, problème, c'est toujours entre deux. Voilà, entre deux abîmes, en fait, possibles. Trouver une médiété. Pensez, d'où quatrième point de cette conclusion, pensez la condition animale. Penser la condition animale, c'est sans doute briser le rapport de supériorité et d'infériorité entre l'homme et l'animal. Donc penser la condition animale, c'est sans doute briser le rapport de supériorité et d'infériorité entre l'homme et l'animal. Mais c'est aussi s'efforcer de penser une différence. Voir, comme le dira d'ailleurs Derrida, pas une différence, mais une multiplicité de différences. Donc c'est aussi s'efforcer de penser une différence pour ensuite convenir de conditions de vie, pour ensuite convenir de conditions de vie en bonne entente avec les animaux. En bonne entente avec les animaux. Cet effort de connaissance et d'action, cet effort donc de connaissance et d'action en vue d'une cohabitation relève, pour le coup, d'une entière responsabilité de l'homme. Donc relève, pour le coup, d'une entière responsabilité de l'homme et d'une reconnaissance de ses devoirs envers, et je reprends l'expression du philosophe américain que vous connaissez, Tom Reagan, envers ce que l'on peut nommer ces patients moraux que sont les animaux. Donc,
vous voyez que je chemine, si ce n'est pas suffisamment explicite, et ça ne peut pas être suffisamment explicite puisque le devoir n'est pas rédigé et la conclusion non plus, c'est que je pars des conditions de vie des animaux. Alors, je partirai de l'idée d'une condition animale par opposition à une nature animale, pour en arriver à faire le constat des conditions de vie des animaux aujourd'hui, pour remettre évidemment en question ces conditions de vie qui sont épouvantables, et pour, à partir de là, penser de nouvelles conditions de vie, donc une nouvelle condition finalement à la fois humaine et animale, sans confondre les deux, mais en passant par une véritable interrogation, recherche de ce qui peut définir l'universalité de conditions des animaux. Alors ça donnerait une progression générale suivante. Première partie, il n'y a pas de condition animale, mais seulement une nature animale immuable. Donc il n'y a pas de condition animale, mais seulement une nature animale immuable. Point. Seul l'homme possède une condition. Seul l'homme possède une condition. Ce qui se ferait en 3 temps autour de 3 thèmes. Première sous-partie, si l'homme est libre, l'animal est déterminé par la nature, référence à Rousseau. Et au second discours, si, deuxième sous-partie, si l'homme décide de son histoire, virgule, l'animal subit son évolution naturelle, et là, ça reposerait sur Darwin versus Hannah Arendt. Enfin, troisième sous-partie, si chaque individu peut définir et transformer la condition humaine, eh bien, si chaque individu peut définir et transformer la condition humaine, l'animal, lui, n'a pas d'individualité. L'animal, lui, n'a pas d'individualité et subit les déterminismes de son espèce. Et subit les déterminismes de son espèce. Et là, je me servirai de Sartre. Pourtant, deuxième partie, pourtant, les faits nous obligent à reconnaître une condition animale. Donc, pourtant, les faits nous obligent à reconnaître une condition animale, mais cette dernière semble alors définie et imposée par l'homme lui-même. Mais cette dernière semble alors définie et imposée par l'homme lui-même. D'où la question traitée dans cette partie. Faut-il alors considérer que la condition animale, est la condition pensée et faite par les hommes aux animaux? Donc, condition pensée et faite par les hommes aux animaux. 2 sous-parties seulement dans cette deuxième partie. Premièrement, la condition de l'animal
est celle que l'homme lui confère dans le monde social et culturel. Donc la condition de l'animal est celle que l'homme lui confère dans le monde social et culturel. C'est-à-dire à la fois les usages et les représentations qu'il en construit. Les usages et les représentations qu'il en construit. Si l'on reprend, toujours dans cette sous-partie, si l'on reprend les piliers de la condition de l'homme moderne de Hannah Arendt, eh bien, si l'on reprend les piliers de la condition moderne de l'homme, de Hannah Arendt, l'animal social rentre en effet dans le processus humain du travail, de l'œuvre et de l'action, mais toujours avec un statut de patient, et non d'agent. Mais, deuxième sous-partie, comment alors comprendre cette condition animale définie par l'homme? Comment comprendre cette condition animale définie par l'homme? Je précise cette question. Est-ce ce que les hommes font des animaux qui déterminent ce qu'ils en pensent, ou bien l'inverse? Est-ce ce qu'ils veulent en penser qui détermine ce qu'ils en font? Pour le dire d'une façon que vous connaissez bien maintenant, cette condition animale anthropocentrée, cette condition animale anthropocentrée est-elle objective ou bien idéologique, c'est-à-dire faussement objective? La réponse à ce questionnement, et donc cette sous-partie viserait à montrer la chose suivante, et la réponse suivante, c'est que l'homme a le pouvoir de river l'animal à sa condition. L'homme a le pouvoir de river l'animal à sa condition. Et par là, il lui empêche d'en sortir. Par là, il lui empêche d'en sortir. Autrement dit, ce n'est pas l'animal qui ne peut pas sortir de sa condition, c'est l'homme qui rive l'animal à une certaine condition. Par là, donc, il renforce l'opposition entre les deux conditions. Par là, donc, il renforce l'opposition entre ces deux conditions, ce qui est d'ailleurs probablement son objectif. Et que la condition animale va servir à, par opposition, penser une condition humaine.
Et ajoutons dans cette réponse que cette condition artificiellement construite, mais quand même bien installée sur le plan pratique, eh bien cette condition apparaît dans tout son artifice. Elle apparaît dans tout son artifice lorsque elle permet d'y faire rentrer, dans cette condition animale, lorsqu'elle permet d'y faire rentrer d'autres êtres humains. D'autres êtres humains. C'est-à-dire que là, on voit effectivement que cette condition animale qui finalement va permettre de déshumaniser certains hommes et de les animaliser, eh bien, est de fait une construction idéologique qui sert un projet, disons-le clairement, un projet sociétal, un projet économique et donc un projet politique. D'où une troisième et dernière partie. N'est-il pas alors possible, voire nécessaire? N'est-il pas alors possible, voire nécessaire, de penser une condition animale qui ne soit pas anthropocentrée et qui puisse intégrer tous les animaux? Donc, qui ne soit pas anthropocentré et qui puisse intégrer tous les animaux. Donc c'est cette question qui fait l'objet de la troisième et dernière partie, en 3 sous-parties. D'abord, première sous-partie, l'animal a bel et bien sa propre histoire. L'animal a bel et bien sa propre histoire qui interfère avec l'histoire de l'homme. Je pourrais même aller jusqu'à dire avec les histoires des hommes, puisqu'aujourd'hui, il y a bien peu d'historiens qui reconnaîtront une seule évolution linéaire de l'histoire de l'humanité. Leurs conditions, aux hommes et aux animaux, leurs conditions semblent en effet liées. Et donc, penser cette histoire pour elle-même, penser cette histoire des animaux pour elle-même, suppose un décentrement dont les travaux d'Éric Baratet nous donnent l'exemple. Référence ici sur ce sujet-là de très grande utilité pour peu qu'on soit capable d'aller chercher dans certaines œuvres d'Éric Baratet vraiment des arguments très précis et un cheminement intellectuel très précis. Deuxième sous-partie, c'est ce décentrement qui rend possible la compréhension d'une condition objective de l'animal. Je prends ici l'animal au sens de ce qui englobe l'essence de l'animalité propre à tous les animaux. Donc c'est ce décentrement qui rend possible la compréhension d'une condition objective de l'animal, au sens non pas d'une nature, déterminée, mais bel et bien
d'une appropriation libre de ses modalités d'existence. Mais bel et bien d'une appropriation libre de ses modalités d'existence. Évidemment, cela suppose d'abord de penser une conscience animale, qui ne soit d'ailleurs pas une conscience humaine transposée, parce que ça aussi c'est une impasse. Donc cela suppose d'abord de penser une conscience animale pour ensuite rendre compte de la possibilité, de l'appropriation individuelle par l'animal de ses conditions d'existence. Alors j'ai oublié de dire, de rendre compte de la possibilité de l'appropriation individuelle par l'animal de ses conditions d'existence, mais entre la conscience animale et la possibilité pour l'animal de s'approprier et d'avoir une réappropriation individuelle de ses conditions d'existence, il y a évidemment entre les deux la possibilité de la liberté. C'est toute ici la démonstration que fait Edmond Husserl, on va dire premier quand même grand philosophe à essayer de penser une conscience animale qui ne soit pas une conscience humaine amoindrie, et inspirant d'autres phénoménologues comme Florence Burga pour essayer justement de penser une liberté animale qui ne soit pas une liberté humaine amoindrie ou caricaturée. Et évidemment, tout ça suppose d'abord le décentrement. Mais pour finir, troisième et dernière sous-partie, mais pour finir, qu'est-ce qui différencierait alors la condition humaine de la condition animale? Donc, qu'est-ce qui différencierait alors la condition humaine de la condition animale? Vous voyez qu'ici, je tire la conséquence. À partir du moment où on aura bien démontré la particularité, la spécificité de la conscience animale, de la liberté animale, de l'individualité animale, on pourra tirer comme conséquence que donc il y a une condition animale qui ne se résume pas à la condition humaine. Les confondre ne serait-il pas théoriquement erroné et pratiquement dangereux? Les confondre ne serait-il pas théoriquement erroné et pratiquement dangereux? Donc voilà pour une progression générale sur ce sujet. Avez-vous des questions, des critiques, des remarques, de contenu, de méthode, de forme, etc., etc. Élise? Moi, je ne comprends pas trop dans la partie 1 la différence entre si l'homme est libre, l'animal est déterminé par la nature, et la partie C qui est si chaque individu peut définir et transformer la condition humaine, l'animal n'a pas d'individualité et subit les déterminismes de son espèce. J'ai l'impression que c'est un peu pareil. Ceci entraîne cela, en fait. Ceci entraîne cela. Donc, je décline lentement les aspects. Évidemment, ces aspects, ils sont imbriqués, ils s'enchaînent les uns les autres. La première sous-partie, elle va se placer du point de vue de l'homme comme être générique et de l'animal comme être générique, et non pas comme individu. Je vous demande d'ailleurs d'être très soucieux de faire ces distinctions. Et je vois encore beaucoup trop dans les copies
l'homme alors que vous êtes en train de parler de l'individu. Parfois, vous mettez même une majuscule. Donc, je rappelle qu'il y a toujours 3 points de vue possibles sur l'homme. Alors, bien sûr qu'ils sont imbriqués. C'est le point de vue le plus général, qui est d'ailleurs le point de vue de la philosophie, de la métaphysique, de l'ontologie, et qui porte sur l'humanité. Quand on parle de l'homme, on parle de l'humanité. Le deuxième point de vue, c'est le point de vue sur l'homme comme se caractérisant par sa socialité. Donc socialité, sociabilité, et donc comme société, en fait. Le nous humain, la communauté humaine. Et puis, le troisième niveau, qui est le niveau de l'homme au sens de l'individu. Alors, la première sous-partie, ici, elle vise plutôt à la référence. Alors, je ne suis pas sûre, en fait, je ferai ça. Parce que cette référence, elle est un peu éculée. Donc, si j'en ai pas d'autres, je la développerai, mais peut-être que je le ferai autrement. C'est le fameux texte de Rousseau, dans la deuxième partie du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité, où il développe cet exemple entre instinct et liberté, l'exemple du chat et du pigeon. Vous voyez de quel texte je parle, hein, et où il va poser comme première caractéristique de l'homme la liberté. En cela, d'ailleurs, Rousseau appartient encore à l'humanisme classique. C'est-à-dire cette idée qu'il y a une différenciation fondamentale entre l'homme et l'animal, et que l'animal est un être d'instinct, et qu'il sera au bout de ces 1000 ans ce qu'il était le premier de ces 1000 ans, et qu'il n'existe qu'en tant qu'espèce. On va revenir sur le travail que vos camarades ont fait, qui ne sont pas là aujourd'hui, sur le premier extrait de cet animal que donc je suis. La référence au texte biblique, elle est très très importante, parce que le mythe de la Genèse nie l'individualité animale. Les animaux ont été créés comme espèces. Et c'est comme espèces qu'ils doivent d'ailleurs exister, c'est-à-dire se perpétuer. Leur seule finalité étant de survivre pour se perpétuer comme espèce. Bon. Donc, la première partie, je me focaliserai beaucoup plus sur l'instinct, la liberté, hein, et tout ce discours de la philosophie classique qui a rivé l'animal à ses instincts. Voilà. La troisième sous-partie, en fait, alors d'abord, il y aura la deuxième sous-partie qui va aborder la question de l'historicité, c'est-à-dire qu'au lieu d'opposer nature à liberté, j'opposerai nature à histoire, ce qui a été fait à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle et tout au long du XIXe siècle, puisqu'en fait, ce qui va caractériser le XIXe siècle, c'est que le XIXe siècle va se débarrasser de la notion de nature comme quelque chose qui serait figé dès l'origine et va amener le concept d'historicité.